Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Mon nom c'est Franklin Katunda. Nous sommes ici dans le cadre de Think About It. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur notre émission. Ça fait une belle lurette, on n'était pas sur l'antenne. Mais maintenant, nous sommes rentrés avec beaucoup de fougue. On est prêts pour faire donc de grandes choses. Je suis ici dans le plateau avec un invité. Pour certains, vous le connaissez déjà. Il est populaire ici à Dallas. Monsieur Douglas Kalombo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franklin. All right. Vraiment, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici dans notre studio. Je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, c'est la première fois. Voilà. Bien sûr, on parle, on se retrouve ailleurs. Mais c'est la première fois qu'on est ici au studio ensemble. Nous allons parler d'un certain nombre de choses qui touchent la diaspora des États-Unis. Donc, effectivement, nous voulons parler de l'impact de la diaspora des États-Unis dans le développement, sur le développement de la RDC. On se pose la question, pourquoi est-ce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, effectivement, on ne se retrouve pas, on ne voit pas la diaspora des États-Unis qui accompagne le président dans le travail qu'il a annoncé? Merci, M. Franklin, pour la question. Je pense que le président est venu ici, je crois, quand il a été investi. Je crois que c'était en 2019 ou 2020, si je ne me trompe pas. 2019. Ouais, et puis le président avait reçu quelques diasporas, les entrepreneurs américains, tout ça. Il y a eu des dialogues francs. Le président a promis beaucoup de choses. Il a même appelé la diaspora à descendre sur place. Mais le problème qui s'est passé... Vous parlez de Washington? De Washington, c'est ce qui s'est passé à Washington. Et le problème, il n'y a pas eu vraiment la suivi. Donc, quand je parle de suivi, c'est à deux étapes. Au niveau de l'ambassade ici, parce que quand le président parlait, il devait avoir une liste au niveau de l'ambassade, voir toutes ces personnes-là, les entreprises, s'assurer que ce sont des entreprises qui existent réellement aux États-Unis et qui sont en ordre avec leurs documents, ils ont des établissements bien assis, tout ça. Et de l'autre côté, quand les gens arrivent sur place au pays, ils devaient aussi avoir de suivi. Et la majorité des personnes qui sont arrivées sur place, ils ont été juste dessus et puis le feedback n'était pas vraiment positif. Étiez-vous parmi le premier lot des gens qui sont allés au Congo? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais reçu cette invitation-là avec beaucoup de plaisir. J'étais vraiment très excité, si je peux le dire ainsi. Et arrivé sur place, on a essayé de travailler, mais ça n'a pas répondu. Alors, dites-nous en partant, puisque vous étiez parmi les premiers qui sont allés au Congo, vous êtes parmi les pionniers. Et c'est vrai, nous avons les éléments des presses. J'étais à la conférence de presse avec le président à Washington et vous étiez là dans la salle avec nous. Lorsque vous êtes parti dans le cadre de votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre compagnie dans quel domaine avez-vous évolué? Vous êtes bien sûr un opérateur économique, mais dans quel domaine? Oui, l'entreprise dont je dirige, ça s'appelle Global Service, GS LLC. Et Global Service est une entreprise qui œuvre dans la logistique, dans le transport et puis le transport import-export. On est aussi on est en train d'essayer d'aller dans d'autres domaines comme le mining, tout ça, et puis dans l'immobilier aussi. L'immobilier, c'est strictement aux États-Unis? Non, l'immobilier aux États-Unis comme au pays aussi. OK. Alors, au niveau du transport, c'est le transport par voie maritime, n'est-ce pas? Oui, par voie maritime. Donc, les bateaux, nous savons que les conteneurs peuvent quitter d'ici et ils arrivent au Congo. Vous amenez Parlez-nous des articles de grande importance que vous transportez au Congo. Ouais, nous transportons pratiquement tout, hein, si je peux le dire ainsi. Il y a des gens qui envoient des véhicules. Nous envoyons, la majorité de personnes, c'est plus de véhicules. Et il y a même des gens qui envoient même des bateaux.
Ouais, donc, de bateaux, nous le faisons aussi. Il y a des équipements de medical supply, tout ça. Des équipements médicaux pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux. Et les dispensaires cliniques. Exactement. À Kinshasa ou je ne sais pas moi à l'intérieur. Vous entrez par quelle voie? Kinshasa seulement ou bien vous avez d'autres voies dans les provinces? Non, nous avons la capacité, nous en voyons partout. Donc, pour les gens, par exemple, qui habitent Katanga, nous passons par Tanzanie, Dar es Salaam. Ouais. Et pour les gens qui habitent Goma, nous faisons aussi la même chose. Nous pouvons passer par Dar es Salaam et puis nous montons vers Goma. Et pour Kinshasa, nous allons directement au niveau de Matadi. Donc, on le fait directement à partir de là. Et puis, pour les autres pays, on fait aussi le truc, quoi. On envoie aussi partout. Ouais. Alors, on en profite pour dire à notre audience que ce n'est pas juste parce que le président était arrivé que vous aviez commencé. Effectivement, c'est un travail qui se faisait déjà à travers les autres régimes. Pendant que les autres régimes étaient là, sous Kabila, vous évoluez déjà. Exactement. Alors, dites-moi un peu, pendant le régime Kabila, je prends juste cet exemple, et le régime Félix Tshisekedi, avez-vous trouvé une différence dans la façon dont on vous gère quand vous arrivez là-bas en tant qu'opérateur économique? C'est une question très complexe, mais je vais essayer de... Est-ce qu'il y a eu développement par rapport à votre compagnie? Nous regardons en tant qu'opérateur économique, quand vous le faisiez avant 2018 et au-delà, aujourd'hui nous sommes en 2024. Est-ce que vous trouvez, est-ce que le profit, les chiffres changent? Non, pas vraiment, pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de... Je peux dire qu'il n'y a pas trop de changements. Pas trop de changements. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui achètent, ils n'ont pas de moyens? Non, parce que moi, je pense que, par exemple, par rapport au prix de la douane, c'est quelque chose que nous avons eu le temps de parler. On a fait même des émissions, plusieurs émissions sur place là-bas. Nous avons contacté des autorités. Sur place, on a parlé, et la douane est restée la même. Au contraire, aujourd'hui, le prix de la douane continue à... En termes de pourcentage, quelle est l'augmentation aujourd'hui? Je peux même dire 10 à 15%. Wow. Ouais. Donc la douane d'aujourd'hui, c'est plus que même la douane d'hier. Et aujourd'hui, nous voyons comment les gens se plaignent. La quantité, le volume n'est plus la même. Donc les gens ne commandent plus assez. Oui, assez parce que le prix, quelqu'un qui achète un véhicule à 15 000 $ ou à 20 000 $, il prend le transport, vous lui demandez la douane de 5 000, 6 000 $. Il va vendre ces véhicules à combien? Je vois. Vous voyez, donc ça décourage même les gens qui étaient dans ces business-là de véhicules, de vente de véhicules. Vous voyez, donc il n'y a pas une politique appropriée pour aider la diaspora à aller plus loin, quoi. Alors revenons aux promesses qui ont été faites, parce que j'étais journaliste dans la salle, j'ai suivi ce que le président a dit, c'est vrai. Il avait demandé à ce que les gens puissent répartir au Congo, les opérateurs économiques. Je me rappelle une fois dans la salle, j'étais avec un jeune monsieur congolais qui habite dans l'État de Nebraska. C'était un fermier, il avait beaucoup d'engins agricoles, des tracteurs et tout. Et il avait promis qu'il allait aussi amener cela au Congo pour qu'elle puisse développer le système de plantation en RDC. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. J'ai toujours ces contacts. Je vais demander, mesdames et messieurs, peut-être que je l'aurai un de ces jours sur notre émission par téléphone. C'est un jeune agronome qui travaille depuis le Nebraska, comme tout fermier américain ici. Mais c'est des gens qu'on a vus dans le sillage, dans l'hôtel où le président était. Ils étaient prêts à aller s'investir. Donc, ce que vous dites est vrai. Le président avait donné un mot pour que les gens puissent venir au Congo. Maintenant, la différence est que ça ne s'est pas exécuté. N'est-ce pas à cause de l'ambassade qui peut-être n'était pas équipée assez pour pouvoir répertorier tous ces gens qui étaient venus pour voir le président? Est-ce que vous pensez même qu'il l'avait fait? Parce que vous étiez là, vous étiez parmi les opérateurs. Je pense que l'ambassade a sa part aussi de responsabilité, dans le sens qu'il fallait vraiment faire la suivi, essayer de répertorier toutes ces entreprises-là, essayer de parler avec eux, et puis voir dans quelle mesure
orienter ces gens-là. Parce que imaginez quelqu'un qui a quitté ces pays, il a quitté le pays, par exemple, il y a d'ici là 20 ans, 25 ans. Il a besoin d'être orienté pour rentrer. Il a Avant même de quitter les États-Unis, en fait, il doit être orienté. Donc, par une structure. Je pense qu'il devait avoir une politique particulière pour aider ces gens-là, accompagner les entreprises congolaises, tu vois, la diaspora des États-Unis, à aller investir au pays. Mais cette politique-là n'a jamais existé. Parce que quand le président dit, par exemple, je veux faire de millionnaires, le président ne va pas nous distribuer de l'argent. Non. Vous voyez, donc c'est ça la... Il crée juste le mécanisme. Alors, le climat, vous voyez, donc le président, il devait créer ces climats-là. Et ce n'est pas au président de le faire. C'est l'administration, les gens qui sont avec le président, en commençant par l'ambassade. Alors, juste pour aussi entrer dans le contexte, parce que nous étions là et nous avons fait un travail, nous avons fait le travail d'analyse. Le président venait d'arriver au pouvoir, il travaillait avec le FCC, le pouvoir n'était pas trop consolidé et il y avait un gouvernement totalement FCC et la présidence était un peu isolée. La présidence travaillait isolée du FCC, si je peux aller dans le passé et revoir tout ça. Ce climat-là déjà était un problème pour permettre au gouvernement de recenser les gens et s'assurer que ces gens-là, ces opérateurs économiques, sont maintenant référés à la présidence. Parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait comme une dualité du gouvernement au Congo. C'est comme si la présidence aussi fonctionnait avec sa cellule. Quand le président est sorti, il rencontre des opérateurs économiques, des gens, ça troupe tout autour de la présidence. Exactement. Et ils mettent leur nom. Alors que le gouvernement, au niveau, je ne sais pas, du ministère de l'économie ou des petites et moyennes entreprises, il travaillait aussi avec les gens du FCC, les ministres qui étaient au pouvoir sur place, mais qui fonctionnaient avec une autre mentalité. Alors, ce dualisme-là a fait que ça n'a pas été une gouvernance cohérente. Je parle de FCC Cash à l'époque. Là, ce sont les premières heures. Bien sûr, on peut dire que c'est à cause de cela aussi qu'il y a eu cette léthargie. Mais en deuxième part, quand il a repris le pouvoir, maintenant, ça fait quoi, une année, n'est-ce pas? Bon, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Non, je parle du deuxième mandat. Oh, une année. Une année maintenant. Voilà, pratiquement une année dans le deuxième mandat. Le Cash a géré, a été dissous. Ils ont créé l'Union sacrée et le gouvernement était vraiment fort, c'est un gouvernement consolidé tout autour du président. Qu'est-ce qui a manqué à travers le gouvernement Sama Lukonde? Vous êtes opérateur économique. J'aimerais que vous soyez franc. Avec le gouvernement Sama Lukonde, qu'est-ce que vous avez vu de bon? Ce que je peux dire par rapport au gouvernement Sama 1 ou 2, je pense que c'est le même problème. Le problème, c'est quoi? C'est d'identifier le problème, la maladie, et chercher un traitement par rapport à cette maladie-là. Parce que si vous dites que vous voulez donner, peut-être faire de millionnaires, et que ces gens-là n'habitent pas Kinshasa, ils sont en train de venir pour investir, vous devez mettre une politique qui correspond à la réalité. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais quand je dis, c'est la même chose que je suis en train de dire, accompagner ces gens-là. Par exemple, imaginez quand vous dites, OK, il y a par exemple le truc de sous-traitance. Je vais essayer de parler de ça. Il n'y a pas de website, par exemple, le site internet où les gens peuvent aller. Il y a des appels d'offres. Des appels d'offres, voilà. Donc, on ne sait pas, j'œuvre dans tel domaine, logistique, tout ça, transport, mais il y a des compagnies. Vous allez aller faire ça, demander ça où? Il n'y a pas d'appel d'offres. Ce sont des choses à bouche à l'oreille. Ce sont des choses qui se font de manière pas transparente. Donc tout ça, ça ne favorise pas que les gens puissent venir investir et de manière responsable, si je peux le dire ainsi. Si on regarde dans la panoplie des gens qui investissent, les petites et moyennes entreprises au Congo. Nous avons les gens qu'on appelle communément les Indiens, les Libanais,
nous avons les Congolais eux-mêmes qui sont natifs du pays, qui sont là aussi opérateurs économiques. Vous avez les opérateurs économiques de la diaspora de l'Europe, disons seulement l'Europe en général, tout le monde ensemble inclus. Je vais aussi inclure la Grande-Bretagne dedans. Et nous avons les opérateurs économiques. Quand je dis Congolais, c'est ceux qui quittent le Congo, qui vont par exemple à Dubaï, qui vont en Chine et qui ramènent les affaires à Kinshasa. Et puis nous avons ceux des États-Unis qui aussi soit envoient les choses à Kinshasa ou qui partent sur place et les amènent, ainsi de suite. Quand vous regardez tout ce groupe-là des opérateurs économiques, lesquels sont le plus favorisés à Kinshasa, par exemple? Mais c'est connu de tous. Ce sont les expatriés. C'est vrai qu'on en parle. Oui, ce sont ces gens-là qui se retrouvent. Moi, j'ai des amis. Je voulais aussi préciser ici, il n'y a pas de discrimination parce que le Congo, on a besoin des investisseurs. Vous parlez de discrimination par rapport à la nationalité? Oui, peut-être, tu vois, ça peut prendre d'autres raisons, mais je voulais être clair, préciser sur ce côté-là. Donc, il n'y a pas de discrimination. Le Congo, nous avons besoin de tous ces gens-là, parce que le Congo, c'est un grand pays. Et ils évoluent effectivement, et personne ne les dérange, n'est-ce pas? Mais le problème est que nous-mêmes, le Congolais, nous occupons quelle part? Vous voyez, parce que si vous allez dans l'immobilier aujourd'hui, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois. Si vous allez dans les mining, parce dans que le domaine minier, dans le domaine minier, dis-moi combien de compagnies congolaises que vous connaissez qui ont une grande part et tout ça. On ne parle pas de la GKB. Moi, je n'en connais que ceux qui étaient sous Mobutu. On ne parle pas de la GKB, tu vois. Donc, on voit plus ces gens-là, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment, je peux dire, l'État ne facilite pas, tu vois, les nationaux à aller un peu plus loin ou bien à prendre les choses à main. Tu vois, beaucoup de domaines du pays échappent aux nationaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens qui travaillent dans le gouvernement attrapent quand même des commissions quelque part et ils favorisent certains opérateurs économiques contre certains? Oui, il n'y a pas la transparence. Je vous ai donné tantôt là par rapport à l'exemple de appel d'offres. Oui. Qui connaît comment ça se passe au Congo? Qui connaît comment ça se passe? On se réveille comme ça, on vous donne une liste. Alors, s'il y a un message que vous voulez lancer tout de suite là au Parlement congolais, parce qu'ils sont rentrés en session. Exact. Nous sommes la diaspora, nous sommes la force qui aide ce pays à être ce qu'elle est. La République démocratique du Congo a vécu avec l'argent de l'étranger, l'argent venant par Western Union, sous la dictature, que ce soit celle de Mobutu ou ainsi de suite, avec les règnes de Kabila, premier, le deuxième. La diaspora a beaucoup aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, si en tant qu'opérateur économique, vous avez un message à lancer au Parlement congolais, ce qui doit revenir avec certaines lois qui doivent nous aider à ce que le gouvernement puisse nous canaliser très bien. Quel est le message que vous aurez? Premièrement, je pourrais dire que ce n'est pas encore trop tard. Il y a toujours moyen de faire mieux et puis de se rattraper. Vous voyez, donc il n'y a pas encore de fatalité, si je peux le dire. C'est à eux maintenant de voir comment mettre des lois qui favorisent les nationaux. Ouais, nous allons dans une forme de guerre où nous sommes un peu... nous avons de lacunes. Parce que quand ces gens-là viennent chez nous, ils ont déjà des capitaux. Vous voyez, des capitaux un peu élevés, tout ça, par rapport aux nationaux. Donc, normalement, on doit essayer d'équilibrer les forces. Parce que, vous voyez, dans ces pays-ci, les États-Unis, quand vous allez à l'aéroport, on vous dira peut-être l'aéroport, ce n'est pas l'État. C'est un particulier, ce sont des gens. Quand vous allez dans les stades ici, c'est plus des particuliers. Donc, un pays ne peut pas se développer seulement avec le gouvernement. Donc, ce sont des entrepreneurs, ce sont de business, c'est tout ça qui développe le pays. Donc ça aide à créer la classe moyenne dans un pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le pays, nous avons le riche et le pauvre. Nous souffrons de cette situation-là. Il n'y a pas de classe moyenne. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si le gouvernement avec le Parlement, je leur fais confiance, je pense que si ils essaient de ne pas tout politiser, d'essayer de songer à comment aider nos entreprises, les entreprises congolaises,
non seulement ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont sur place au pays, de voir quelle politique mettre en place pour essayer d'alléger même de taxes, vous voyez. Imaginez quelqu'un qui est dans les ports comme moi. Il y a les taxes et puis il y a aussi, vous avez mentionné le fait que les appels d'offres. Oui. Imaginez, vous dites par exemple, vous regardez le record de chaque entreprise. Vous dites, OK, cette entreprise œuvre dans tel domaine. On va, pendant combien de temps? Pendant plus de 5 ans par exemple, ou 10 ans. Ils sont dans ces domaines. Qu'est-ce que l'État peut faire pour faciliter, vous voyez, à l'entreprise d'aller dans un autre niveau? Vous voyez? Vous pouvez dire, OK, on vous donne peut-être une année. Comme ça, vous ne payez pas le taxe. Les exonérations. Exonération. Voilà. Il y a de politiques comme ça. Ça aide les nationaux à extendre, tu vois, à agrandir leurs affaires. Vous voyez, donc ça se passe partout. Le traitement ne doit pas être le même. Ces gens-là, quand ils viennent au pays, ils viennent avec des capitaux, beaucoup de capitaux. Alors, corrigez-moi si j'ai fait une erreur ici, mais en tant que journaliste et homme de presse, j'ai observé le président. Je l'ai vu pendant ses tournées ici aux États-Unis. D'ailleurs, il reviendra à la fin du mois de septembre. Il sera ici pour l'Assemblée des Nations Unies à New York. On l'a vu faire un travail de businessman. Lui-même, businessman number one. Il sort pour aller négocier, trouver les investisseurs qui peuvent venir investir dans de grands domaines au Congo et des industries dont on a besoin. Il en a fait beaucoup. On l'a surnommé le voyageur. Et je pense que même sa santé en pâtit. Parce qu'il se déplace beaucoup, il travaille beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il une structure à la présidence qui fait le suivi de ce que le président fait, à votre avis? Mais Franck, je veux vous dire une chose. Le président, je ne suis pas trop politique, mais il a la bonne foi. À plusieurs fois, on a assisté, tu vois, à ces discours. Même quand il était ici. Ce n'est pas seulement le discours, mais les actions. Le fait d'approcher les opérateurs économiques et les supplier de venir au pays. C'est très important pour un pays, un président d'un pays pauvre. Exactement. C'est ça le travail qu'il faut faire, en fait. De ce côté-là, le président, la bonne foi est là. Et son appel, quand il était ici à Washington, quand on était là sur place avec d'autres entrepreneurs, c'était clair. Le problème qui se passe au pays, c'est quoi? Même dans son cabinet, il n'y a pas de gens qui sont là pour qui matérialisent en fait ce que le président dit. Tu vois, le promesse du président, ça ne doit pas rester promesse. Est-ce parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire ou alors ils savent ce qu'il faut faire, mais ils préfèrent ne pas le faire parce qu'ils veulent l'argent? Parce que peut-être j'ai un problème de casting, peut-être problème de compétence, peut-être de vision. Compétence, ça peut être la compétence qu'ils ne connaissent pas effectivement la matière, ce qu'il faut faire. Parce que quand un président vous fait une promesse, il vous dit par exemple, je veux qu'on construise un pont ici. Qu'est-ce qui doit se faire? Son cabinet doit faire tout pour matérialiser ce que le président dit. Trouver les experts dans le domaine. Exactement. Qui peuvent si vous le faites pas, le pont-là, dire que bon, voilà, c'est ça qu'on a besoin. Exactement. Le souhait du président, c'est de construire. Vous devez faire ça. Si vous ne le faites pas, le président sera traité de qui? De menteur. Vous voyez? Donc, c'est à l'équipe d'être conséquent, tu vois, conséquente et puis pragmatique. Tu vois, le président a dit. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour matérialiser la vision du chef de l'État? C'est ce qui manque au pays. Donc, le président ne peut pas tout faire. Vous voyez, je vous ai dit là tantôt, je y ai parlé avec pratiquement toutes les autorités du pays. J'ai côtoyé tous ces bureaux-là. Mais il n'y a que de promesses, il n'y a rien du concret. Vraiment. Combien de fois, combien de voyages vous aviez déjà fait dans ce cadre? Mais je suis tout le temps, chaque année, je suis au pays. Donc, depuis que le président est au pouvoir, ça fait combien de voyages que vous avez fait? Plus de 3 ou 4 fois comme ça, je suis tout le temps, je suis au pays. Voilà, mesdames et messieurs, il y en a beaucoup comme lui. Il y en a vraiment nombreux que je connais ici aux États-Unis qui font des va-et-vient au Congo et rien ne marche. Ce qui est
écœurant, c'est que même au Congo, il y a d'autres personnes qui pensent que la diaspora ne fait pas un bon travail. Quand ils viennent au Congo, c'est pour prendre le poste, c'est pour y rester et parfois voler et ne rien produire. C'est cela, ce que nous entendons dans la rue. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont ici dans la diaspora des États-Unis, qui n'ont jamais été sollicités, qui n'ont jamais été encadrés, même pour quitter les États-Unis y aller. Il y en a quelques personnes comme M. Douglas Kalombo qui arrivent à partir sur place. Ils sont courageux, ils arrivent, ils côtoient les gens, ils parlent, ils posent des problèmes. Ils ont leur dossier en main et ils cherchent des appels d'offres, ils cherchent le travail donc, sur place. Mais il y a toujours des barrières partout, dans les officines du gouvernement, à travers les gens qui sont à la présidence même. Et les choses n'avancent pas. Donc nous nous retrouvons dans un pays où il y a la population qui se plaint que la diaspora vient ici pour prendre juste le poste et ils ne font rien. Et pendant ce temps, dans la diaspora, nous avons des gens qui se plaignent qu'ils ont les moyens, ils ont la volonté et ils ont même l'expertise pour venir investir dans leur pays. Mais quand ils arrivent, c'est le chaos et rien ne marche. Alors, cette émission ici, nous la faisons non seulement pour ceux qui nous suivent ici aux États-Unis, nous la faisons beaucoup plus pour ceux qui sont au Congo. Dans le gouvernement de Mme Soumina et le Parlement dirigé par le président Kamere Vital et le Sénat où se retrouve M. Samalou Kondé, il est très évident qu'il faut faire quelque chose et changer la donne, essayer de pouvoir donner la possibilité à cette même diaspora qui a donné à son peuple beaucoup d'argent à travers les transferts des fonds et aussi les activités comme ce que M. Douglas fait. Les conteneurs vont toujours à Kinshasa à travers la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada. Ça arrive toujours là-bas. Mais pourquoi est-ce que maintenant que nous avons stabilisé le pays, du moins à l'ouest du pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mieux faire? Donc la balle est dans votre camp. Vous, autorités, nous savons que le président arrive aux États-Unis. Le message arrive aussi au niveau de la présidence. Est-ce que vous avez un message particulier au président de la République, que vous aviez déjà rencontré d'ailleurs? Ouais, c'est le même discours, je peux le dire. Oui, nous avons besoin... directement au président. Et vous regardez notre caméra et vous lui parlez. Monsieur le Président, Son Excellence, je voulais profiter de cette opportunité, premièrement pour vous donner beaucoup de courage par rapport à l'élection, premièrement. Le peuple congolais vous a montré combien il vous aimait et qu'il comptait sur vous. Parce que le score que vous avez eu là, c'est un signe d'amour et de confiance. Et je pense que ce peuple-là attend beaucoup de vous. Et moi-même aussi, je fais partie de ce peuple-là. Et nous voulons seulement donner le meilleur de nous pour l'avancement de ce pays-là. L'amour du pays, c'est... On ne cherche pas à devenir des gouverneurs, nous tous, ou bien de ministres. Tout ce qu'on veut, on veut apporter notre pierre, laisser ce qu'on appelle legacy pour ce pays-là, pour ceux qui viendront après nous. Et nous avons besoin de votre accompagnement personnel. Quand je parle ici, je vois la diaspora dans son ensemble, la diaspora américaine, qui est vraiment restée derrière parmi tant d'autres. Ouais. Et si vous pouvez avoir un regard particulier pour cette diaspora qui attend de vous des signaux parce que ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils ont des dossiers à gauche, à droite, mais il n'y a pas d'avancée. Si vous pouvez même, là c'est une demande particulière aussi que je suis en train de faire, quand vous serez là, si vous pouvez même essayer de faire encore, comme vous l'avez fait quand vous étiez élu président pour votre premier mandat, organiser un autre truc pareil pour appeler ces gens-là. Essayer de faire une sorte de valuation par rapport au discours
ou le souhait que vous avez eu pour cette population, pour les entrepreneurs, et qu'est-ce qui s'est passé après. Voilà. Et je pense que vous aurez une image claire de la situation et vous saurez comment améliorer votre politique à la réalité du terrain et de ce qui se passe tout autour. Et je crois fermement, avec la bonne foi que vous avez, l'amour que vous apportez pour ce pays, et vous ne serez pas insensible pour ne pas faire quelque chose. Encore une fois de plus, je vous souhaite toutes les bonnes choses pour votre second mandat et le peuple compte beaucoup pour vous, sur vous et surtout que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Monsieur Kalombo. Voilà, donc la balle est dans le camp du gouvernement. Je m'adresse au ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie, le ministère des petites et moyennes entreprises ou donc le ministère aussi le ministère de l'information. Vous avez ce travail-là à faire. C'est un grand travail. C'est un travail qui demande à ce que tout le monde se mette ensemble. Il y a aussi le ministère du plan. La planification est très importante. Quand vous savez qu'il y a plus de 5 diasporas dans le monde, les plus actives, qui peuvent aider le pays, et vous ne les contactez pas, vous ne travaillez pas avec, je me pose la question, vous êtes gouvernement, pourquoi? Et avec qui vous travaillez? Donc ce sont des cris d'alarme que la presse veut lever en direction donc, de la RDC pour que le gouvernement puisse effectivement travailler pour accompagner la vision du président. Parce que ça ne marche pas, comme vous l'avez entendu, c'était un opérateur économique ici, bien respecté, qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années ici à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Il y en a comme ça une centaine, si pas des milliers, à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Faisons mieux, nous sommes un peuple qui est devant ces défis et nous devons les assumer. Merci d'avoir suivi cette émission en direct de notre studio Bisso Production ici à Euless, au Texas. Mon nom c'est Franklin Katunda avec RGTV. Bonsoir.